Bonjour à l'équipe 2 du Code Finance niveau universitaire. Je vais lire le règlement, puis ensuite vous allez pouvoir commencer dès que je vais avoir terminé de parler. Le temps commence à être calculé du moment qu'un de vous commence à parler. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes. Sous les 13 minutes, vous serez imposé. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide d'un carton, dans le fond, lorsqu'il va vous rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes va se faire à l'aide de mes mains. Et lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une présentation de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Bonjour, je suis André Lapierre de la compagnie Institut de gestion de patrimoine. Ça va faire maintenant 4 ans que je suis sorti de l'université, donc c'est encore pour moi des souvenirs assez récents. Et ça fait 3-4 ans que j'ai parti ma business en matière de gestion de patrimoine pour les partenaires en domaine juridique, donc je ne vais pas me parler. Bonjour, je m'appelle Frédéric Vézina, je suis directrice stratégique d'un cabinet de services financiers et directrice adjointe au développement des affaires pour le SFL Gestion de patrimoine. J'ai aussi une compagnie qui s'occupe du volet info-comptabilité personnelle. Bonjour, Mélanie Raymond, je suis directrice principale développement de marché à la Caisse Chaudière des Jardins. Ça fait 20 ans que je suis sortie de l'université et je vous souhaite bon succès pour votre présentation. Bonjour, je m'appelle Félix Samuel, je suis conseiller en sécurité financière, on m'appelle aussi le coureur des finances. J'aide les gens, dans le fond, à passer du côté de l'offensive des finances, car concernant les finances, les gens sont souvent sur la défensive. Donc moi, je les aide avec les objectifs clairs, une vision précise. Donc merci beaucoup, bonne chance à vous. Merci beaucoup. Salut à tous, merci d'être venus. D'abord, pour nous écouter. Donc, Samuel, Guillaume me l'a dit. On va commencer avec la présentation de l'investissement, l'analyse, tout ça. C'est plus Samuel qui va débuter à ce niveau-là. Oui, en fait, on avait un mandat de la part de SFL, c'est de conseiller M. Bowater à faire un placement intelligent. C'est un homme qui voulait investir dans les compagnies de transport en mer. Puis nous autres, on devait choisir, regarder si Private Cruise est un bon investissement pour lui ou non. C'est ce qu'on va faire. Notre présentation est séparée en plusieurs parties. En premier, on a une thèse d'investissement suivie d'une analyse d'industrie. Par la suite, une analyse de la compagnie. Enfin, une évaluation financière afin de savoir si les états financiers correspondent à ce qu'on cherche. En premier, c'est la thèse d'investissement. Le prix actuel de l'action est de 20 $. Nous autres, on recommande un CEL. Qu'est-ce qui pourrait entraîner un CEL? Pourquoi ce serait une bonne idée? Ça serait un ralentissement de l'économie. On sait que Private Cruise, c'est une industrie quand même de luxe. Ce qui fait que si l'industrie va moins vite, il y a souvent moins de dépenses qui vont là. On l'a vu dans la crise précédente, qui vont manger un 50% quand même de ralentissement de chiffre d'affaires de l'industrie en général. Ça, c'est certainement un risque qu'on peut considérer. On voit aussi que les concurrents dans l'industrie font un tour vers l'avancée technologique et fait beaucoup d'investir dans les énergies vertes. Notre compagnie, Private Cruise, ne fait pas ça. On pense qu'à long terme, ça va être un facteur quand même assez important. On voit aussi qu'il y a une grande croissance du marché depuis 5 dernières années. Le chiffre d'affaires de la compagnie n'a pas évolué, même il a diminué. Ce qui fait qu'on pense que pendant que les autres compagnies grossissent, investissent, notre compagnie qui est assez stagnante a des chances de pas être un outperform de marché. Puis juste pour ajouter à ce que Samuel a dit, dans le fond, au niveau du ralentissement de l'économie, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a l'impression qu'on est en fin de cycle actuellement. C'est qu'on touche au point où est-ce que là, il y a un ralentissement au niveau de la compagnie, puis qu'il y a une croissance pendant les 10 dernières années, puis on n'a pas le sentiment que la compagnie va être capable de résister, dans le fond, de subir la récession qui s'en vient. Donc ça, c'est vraiment des besoins criants. L'autre truc alarmiste qu'on a observé aussi, c'est qu'il fait qu'ils ne vont pas faire d'investissement dans le futur, comme ça me l'a dit, puis qu'ils vont rester constamment au même niveau. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'a pas tendance à augmenter si on se fie aux prévisions qui ont été faites en analyse 4. Donc ça, c'est vraiment une chose que je pense que c'est la peine de complémenter. Puis un risque qui est dangereux pour nous, ça pourrait faire augmenter la valeur de l'action, ce serait qu'il y ait une autre compagnie, parce que dans le marché, on va pouvoir le regarder. Il y a des gros joueurs aussi qui pourraient décider d'acquérir la compagnie si on pense que ça ferait monter le prix. En premier, on va commencer avec une analyse d'industrie. En premier, on voit que Private Cruise est un des quand même grands joueurs du marché, mais il fait face à d'autres très grands joueurs. Surtout en Amérique du Nord. On voit que ça a marché 40 milliards $. Private Cruise, qui est la compagnie qu'on analyse, a fait environ 530 millions de chiffre d'affaires, pendant que Carnival Corporation, qui fait les mêmes opérations, en fait 16 milliards, ce qui fait de lui un joueur qui connaît bien le marché, qui a de profiter des économies d'échelle pour faire des acquisitions. Royal Caribbean Cruise, qui est aussi la deuxième plus grande compagnie, fait 8,5 milliards, ce qui est encore très élevé. Le marché total de Private Cruise, c'est 1,33% du marché total. On a vu une augmentation de 15 milliards dans les 5 dernières années du marché des croisières. Ça, c'est principalement au fait qu'il y avait eu une récession et que l'économie a commencé à reprendre.
Là, l'économie tourne à son plein, ce qui fait que les gens profitent des croisières plus de luxe, ce qui fait que le marché a beaucoup augmenté. Il était tombé à 25 milliards en 2009. Le marché le plus important, plus que 50% du marché est en Amérique du Nord. C'est la compagnie dans laquelle Prairie Cruise, le territoire dans lequel Prairie Cruise opère, ce qui est bon pour la compagnie. La majorité des Nord-Américains estiment que c'est le meilleur moyen de visiter de nombreuses destinations. C'est un peu la raison pourquoi ils sont capables de vendre, que c'est un marché qui tourne. Par exemple, c'est difficile d'avoir un avantage compétitif sur les autres compagnies, comme c'est plus d'aller à certaines locations. On voit aussi une tendance dans l'industrie qui est d'aller vers l'alternative au carburant actuel, qui est plus le pétrole. Il y a beaucoup de compagnies, dont Carnival Corporation, qui est Royal Caribbean Cruise, qui a investi à l'intérieur. Puis c'est un marché de luxe, comme je l'ai mentionné, c'est assez cyclique. Donc, pour ce qui est de l'analyse de la compagnie, alors l'information qu'on avait, c'est qu'elle est rentrée en bourse en 2011 à la bourse NHSI. Ouais. Après ça, enfin, elle a eu un certain service de ferry en Amérique du Nord, c'est-à-dire au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Ce qui est le fun avec l'entreprise, avec la compagnie, c'est qu'elle est assez diversifiée. Alors, dans le fond, nous avons des croisières, des transports de passagers, puis du transport de fret. La compagnie possède 7 navires sur 5 itinéraires différents. Puis, elle est aussi dans le cargo, c'est-à-dire 8,5%. Pour ce qui est de la croissance, alors dans le fond, la compagnie a vendu son traversée Isabelle en 2014 pour 22,8 millions. Et puis, en fait, il y a une dégradation des performances due à la concurrence croissante et importante. Alors, le ROE est passé de 0,49% à 3,63% entre 2013 et 2017, grâce à une augmentation de l'efficacité des opérations et une baisse des coûts de l'énergie fossile. Et puis, en fait, il n'y a eu aucune transition vers les énergies alternatives prévues, comme les disait plus tôt. Ce qu'on constate ici, c'est que le retour en equity a augmenté. On voit qu'ils font pas d'investissement pour investir plus à long terme, ce qui est aussi un risque qu'on considère face au futur. Moi, je vais vous présenter toute l'évaluation financière qu'on a faite et les ratios qui nous ont amenés à notre conclusion. Donc, il y a plusieurs ratios qu'on a évalués. Le premier, c'est le ratio de liquidité. Je pense que c'est une bonne affaire qu'ils sont à 1,56, c'est un bon point. C'est que sur le court terme, ils sont solides. Ils peuvent faire face à quelque chose assez court terme, mais sur le long terme, on peut voir que le rendement, mettons le ratio de rendement des capitaux propres, il n'est pas élevé. L'affaire, c'est qu'on n'a pas de comparatif avec le marché. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Donc, selon nos standards d'investissement, nous, on considère que ce n'est pas assez élevé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a assez confiance à ce niveau-là. Au niveau du ratio de dette fonds propres, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Bon, ce ratio-là est peu élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dettes par rapport aux fonds propres. Concrètement, quand ça va bien, c'est bon. Mais quand ça va mal, c'est vraiment pas bon. Parce que ta dette est élevée, les intérêts vont augmenter, tu peux vraiment faire face. Quand on parlait un peu des aléas du marché, c'est un peu ça qui nous inquiète. Le ratio de dette fonds propres, c'est une compagnie qui est très, très endettée par rapport à ce qu'elle possède. Au niveau des ratios de relation, écoutez, on les a calculés. Est-ce qu'on peut tous les interpréter? Je pense que celui qui parle le plus, c'est vraiment le dernier, le nombre de jours de paiement des comptes des fournisseurs. Concrètement, c'est que ça leur prend plus qu'une année pour rembourser les fournisseurs. Fait que je pense que ça va juste venir concrétiser ce qu'on disait plus haut au niveau du ratio de fonds propres, qui ont des problèmes au niveau de rembourser un peu question au niveau du crédit. Donc, l'évaluation du coût des actions, écoutez, le coût d'équité, on a fait des calculs plutôt, si vous voulez, je peux vous les détailler, mais on est arrivé dans le fond que le coût d'équité était 5,2256. Donc, l'évaluation du CMPC, encore une fois, on est arrivé, c'est tous les calculs, si je peux les détailler, on va voir ça plus loin. On arrive à 4,87%. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est de calculer les flux monétaires pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Encore un truc qu'on trouve déplorable de la compagnie, c'est que les flux monétaires vont rester les mêmes pendant les 10 prochaines années. Pour moi, ça ne sonne pas bien à mes oreilles, ça ne sonne pas quelque chose dans lequel je vais investir. Puis malgré tout, on arrive tout ça, quand on actualise le tout avec le CMPC, on arrive à un total de 324 millions sur les 10 années. Donc, tout ça, on va calculer le profit moyen. Vous voyez que même à ça, malgré notre analyse et tout ce qu'on dit, on arrive avec un profit moyen qui est positif. Mais concrètement, l'entreprise peut sembler a priori être quelque chose qui peut être intéressant d'investir. Pour détailler un peu le calcul, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a calculé la proportion des capitaux propres que l'actionnaire ou l'autorateur allait être propriétaire dans la compagnie. Donc, il achète 60 000 actions sur un total de 11,15 millions. On arrive avec un pourcentage de 0,538% de la compagnie qui lui appartient. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tout ramené
les flux monétaires de la compagnie, donc la croissance de l'entreprise, mais aussi ses dividendes des 10 prochaines années, à aujourd'hui, pour savoir concrètement aujourd'hui combien est-ce que ça représente. Ça, c'est 1 746 000 $. Donc, si on a déduit à ça, dans le fond, 120 000 $, dans le fond, c'est le 1,2 million qui est investi sur 10 ans. C'est que ça, aujourd'hui, ça vaut 120 000 $. Fait qu'on a ça, on a divisé par 10 pour avoir le profit moyen, ce qui nous donne 162 000 $. Fait que là, a priori, comme j'ai dit tantôt, ça semble positif, mais à cause de toute l'analyse qualitative qu'on fait par rapport à ça, par rapport aux tendances de l'industrie, par rapport aussi à la concurrence sur le marché, nous, ça sonne plus risqué comme investissement que malgré, même si les chiffres nous disent d'investir. C'est un peu ça le constat qu'on a fait. On considère aussi que le marché est assez cyclique. C'est basé sur les estimations qu'on a vues dans un marché qui est vraiment en croissance dans les 5 dernières années. La compagnie a agi moyennement bien, pas très bien, mais on s'attend à ce que si ça continue pas toujours d'augmenter à l'infini, la compagnie va sans doute avoir plus de difficultés dans le futur, ce qui est un risque contrôlé. Puis, une grosse partie de notre thèse, c'est qu'on dit que l'économie va moins bien aller dans les prochaines années, mais advenant le cas contraire qu'on se trompe. Mettons que l'économie va bien, malgré tout, eux, ils n'ont pas de croissance, selon les prévisions, puis malgré ça, ils décident de ne pas investir. Fait qu'ils ne viennent pas se positionner pour le changement, parce qu'on voit dans le fond que M. Bottemacher a fait une analyse, puis lui, il prévoit que d'ici 2021, il va vraiment avoir un redressement au niveau de l'industrie, au niveau de l'énergie, au niveau des matières fossiles. Fait qu'on va aller chercher, eux, ils font aucunement ça, mais ils ne s'adaptent pas vraiment. Et je pense qu'il y a aussi un besoin créé au niveau de la clientèle qui veut plus s'adapter avec les mesures environnementales. Fait que ça, c'est quelque chose qui ne vient pas vraiment répondre à ce niveau-là. Donc ça, c'est plus les calculs détaillés au point de vue des dividendes, comment est-ce qu'on est arrivé à nos chiffres. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Bon, je vais les détailler. Le coût de l'équité par la méthode des dividendes, qu'est-ce qu'on a mieux déterminé tout ça? Donc, qu'est-ce qui était dit? C'était que l'évaluation par le prix du marché, c'était de 10,3 millions. Ça, c'est ce qu'il y avait, dans le fond, donné en dividende en 2017. On a dit ça par le nombre d'actions qui étaient en circulation. Ça nous a donné le prix par action, donc de 92 cents. Puis si on est allé chercher, dans le fond, ces 92 cents-là, ils représentent quel rendement sur le 20 $ de l'action? Donc, c'est un rendement de 4,62. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? C'est que pour 2019, il disait que c'était idem à 2015. C'est-à-dire que, dans le fond, le rendement était pareil que celui qui avait lieu en 2015. Or, il n'y avait pas le nombre d'actions en circulation en 2015. Par contre, c'était mentionné dans le test qu'il y avait 10,8 millions d'actions. Fait que nous, on a supposé que ces 10,8 millions-là était le nombre d'actions en circulation à ce moment-là, ce qui nous a donné $1 par action. Puis là, après ça, notre prix, malgré tout, on n'était pas sûr, mais on a pris le 20 $ de prix comme le prix de l'action, puis on n'a pas réactualisé en 2015 parce qu'on s'est dit qu'il ne changeait pas au courant de l'année. Fait qu'on est avec un 5 %, on a agrégé tout ça, ça nous a donné un CMPC de 5,2 %. En fait, bon, ça nous a donné un certain CMPC. Après ça, on a ajouté avec une autre méthode de calcul, la méthode du taux sans risque, la méthode du CAPM, qu'on dit. Fait que là, on a pris le taux sans risque de l'industrie, on a pris le bêta, on a fait les calculs, on a fait la moyenne de tout ça, ça nous a donné le CMPC de 5,52, 5,22, 5,6 %. Avant qu'on complète, dans l'idée que notre but, c'est un peu de recommander M. Bowater à faire un achat qui est intelligent pour lui, d'investir dans un domaine qui aime. Je pense que quand on regarde les deux autres compagnies qui ont beaucoup plus de parts de marché, c'est un marché qui va tendre sans doute à cause d'investissements, ça demande quand même des grands coûts pour réussir à opérer. Il y a comme une économie d'échelle qui se fait dans l'administration, c'est un coût qui est assez important, on l'a vu pour notre compagnie. On pense que les autres compagnies étant plus grandes sont capables de faire des économies. On pense que la compagnie qu'on a présentement étant un petit joueur, pas un joueur qui grossit, pas un joueur en croissance, non plus pas un joueur qui investit, qui est capable de se démarquer particulièrement des autres compétiteurs. Les autres compétiteurs, bien qu'on n'ait pas remarqué qu'il y a des avantages compétitifs, qualitatifs, il y en a un quantitatif. C'est des grands joueurs qui connaissent le marché et ils peuvent aller plus loin. On pense que la compagnie qu'on a ici elle ne pourra pas battre les autres qui sont dans le marché. Mais on pense que les autres dans le marché, du fait de leur taille, du fait qu'ils sont plus présents, qu'ils ont une grande part de marché, je veux dire, si on retourne à la première ici, 16 milliards sur un marché de 40 milliards mondial, c'est quand même assez énorme. Je veux dire, ils connaissent qu'ils sont capables de s'extendre, qui sont avec des acquisitions, qui ont été capables d'avoir tout ça. On pense que leur connaissance, leur investissement, leur capacité à supporter aussi des crises, à supporter des moments qui sont plus difficiles dans une industrie de luxe, ça fait des investissements qui sont plus sécuritaires pour M. Bowater, une plus petite compagnie qui va sans doute qui est moins en santé financière, qui pourrait encore plus vivre des troubles si ça descend, pendant qu'une grande compagnie qui est plus assise, elle ne peut pas perdre toutes ses parts de marché en une seule fois. Pendant que la compagnie qu'on a ici, on n'est pas certain comment elle va aller, ni comment avec son investissement elle va réussir à se démarquer des autres compétiteurs qui sont dans le marché. Ce qui fait qu'on recommanderait
Carnival Corporation ou Royal à avoir des chiffres, mais de manière qualitative, ce serait notre recommandation. Exact. Puis même si le rendement, le profit moyen serait peut-être moins élevé, on n'a pas tous les chiffres pour le déterminer pour ces compagnies-là, ça reste que ça serait moins risqué, comme je disais. Parce qu'on viendrait changer une part de risque contre des rendements, c'est sûr, à ce moment-là, mais c'est ça qui est intéressant. Fait que même si au niveau quantitatif, l'autre a priori semble intéressante, nous, on recommande vraiment plus un sell à ce niveau-là, de rester loin le plus possible de private cruise parce que toutes les perspectives, selon nous, donnent à croire que ce ne sera pas quelque chose de résultat positif pour M. Boisvert. Vous savez qu'on est une entreprise canadienne, donc on transige principalement en devise canadienne. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie pour réduire votre devise puisque Private Cruise est sur le marché américain? Oui, quoi, peut-être la question. Encore, on est une entreprise canadienne, on a une client canadien, donc c'est transige en devise canadienne. Donc étant donné que Private Cruise est coté sur le marché américain, donc se transige dans le dollar américain. Okay. C'est sûr que l'impact du taux de change pourrait avoir une incidence sur nos rendements, peu importe qu'on ait investi dans Private Cruise ou Carnival. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie pour réduire le taux de change de client? C'est quelque chose qu'on a considéré, qu'on n'avait pas d'informations non plus sur les taux monétaires. C'est pas quelque chose qui a priori nous semble, mais c'est vrai que c'est un excellent. Ça a un gros impact sur l'économie américaine, peu importe à ce niveau, au niveau international, mais il y a pas ce niveau d'information là dans le client. Parfait, merci. Ensuite, ce que vous avez mentionné, c'est que les autres plus gros joueurs avaient fait des investissements en matière d'écologie, donc j'imagine des panneaux solaires sur les bateaux pour diminuer un peu le risque du pétrole. Est-ce que vous avez évalué un peu l'impact que ça peut avoir sur Private Cruise pour tout ce qu'on sait au niveau de la pensée des gens, donc d'aller vers des consciences écologiques plus grandes, donc de vouloir se diriger peut-être vers des compagnies qui, eux, vont en fait moins consciencer, donc est-ce que ça peut avoir un impact sur nos résultats à long terme? Définitivement, je pense que c'est quelque chose, parce qu'on dit que c'est un marché de luxe qui est très multiple, puis il n'y a pas tant de différence. Au niveau des prix, on a remarqué les prix moyens, là, ils ne différencient pas vraiment. Ce n'est pas au niveau des prix qui vont se différencier, c'était plus le plus-value qu'ils apportent aux clients. Certains, parce que définitivement faire en sorte qu'eux seraient plus intéressés d'encourager une compagnie qui essaie de changer, d'avoir un impact positif sur l'environnement, très clairement. Mais à ce niveau-là, au niveau des investissements que les autres compagnies ont fait, ça n'a pas été détaillé dans le. Mais je me souviens, par exemple, mon avis, qu'il y avait des acteurs spéciaux qui avaient été sur Private Cruise, mais c'est sûr qu'avec une transition plus écologique, je pense que les personnes qui ont un haut profil, qui essayent de montrer un bon exemple, vont plus aller vers les autres compagnies que Private Cruise en futur, ce qui va donner de la publicité positive aux concurrents de Private Cruise. Puis il y avait aussi dans le cas une question concernant des investissements qui devaient être faits dans le futur. Avez-vous évalué l'impact que ça peut avoir, advenant que les clients veulent quand même se diriger vers l'investissement Private Cruise, l'impact que ça pourrait avoir s'il n'y a pas d'investissements qui sont faits ou quel genre d'investissement devrait être fait pour assurer quand même une concurrence dans le marché? Dans le fond, si on évalue, juste pour revenir à la question, juste pour être sûr, si on évalue l'impact du fait qu'il n'y ait peu d'investissement ou l'impact du fait qu'il y ait potentiellement un récolte d'investissement. Quel serait l'investissement qui devrait être fait dans Private Cruise pour garder sa concurrence sur le marché? Puis quel impact ces investissements-là auraient sur les rendements du client? OK. C'est une excellente question. À ce point-là, c'est pas quelque chose qu'on a fait, mais juste de même, tout à contact, moi, qu'est-ce que je dirais? C'est sûr que les investissements vont avoir un impact. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme investissement? C'est sûr qu'il peut y avoir la question de nouveaux bateaux, l'amélioration de leurs services. Ils ne seront jamais les plus gros joueurs de leur industrie, ça c'est sûr et certain. Ils ne feront jamais concurrence avec un Caribbean. Ils vont venir chercher un pouvoir de différenciation par rapport aux autres compagnies. Donc peut-être être encore plus dans une niche, plus précis. Un autre truc qui est intéressant aussi, c'est le fret. C'est quelque chose qu'on a plus ou moins abordé, mais ils font aussi du cargo. Avec ça, peut-être qu'ils peuvent, avec les perspectives qui changent, l'environnement qui change, je ne sais pas, peut-être au niveau du nord canadien, peut-être qu'ils vont de quoi qui va se déployer à ce niveau-là, peut-être qu'ils vont avoir une opportunité justement pour une compagnie canadienne. C'est toujours quelque chose à considérer. Mais c'est clair que s'il y avait des investissements, ben, ça allait clairement changer aussi la thèse et probablement la position de la compagnie. Merci. Tu viens de parler de marché niche et ainsi de suite. Là, tu sais, là, Private Cruise se bat contre deux grands joueurs, qu'eux autres, leur marché premier est la croisière. Est-ce que vous pensez que de diversifier ces activités d'exploitation que fait Private Cruise, que tu viens de dire, qui est ferry, qui est cargo, qui est activité de croisière, peut avoir un impact négatif sur nécessairement les perspectives de marché de la compagnie? Oui, mais oui. Je pense qu'ils sont quand même à 92 ou 90% dans les croisières. C'est quand même le domaine qu'ils connaissent le mieux. Je pense qu'ils n'ont pas 60 bateaux, ils en ont 7, mais j'imagine qu'ils connaissent bien les parcours et sont capables quand même d'offrir quelque chose qui se démarque parce qu'on connaît plus le marché. Fait que s'ils font du 50-50, je pense que ça va être diviser un peu leur énergie, leur capacité d'évoluer, de faire des investissements qui sont
très précis pour un marché. Comme on le voit là, ils ne sont pas en train de profiter non plus de faire des investissements comme la compétition et la tendance du marché juste dans leur secteur, qui allaient investir dans d'autres secteurs qui sont moins déjà présents. Je pense que c'est pas sans leur énergie ou qui sont déjà bien présents, qui ont déjà une présence établie. Parce que concrètement, aller dans un autre secteur et voir un autre gros joueur, peu importe ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien qui a été mentionné dans le cas, c'est qu'ils ont réduit leur frais d'exploitation dans les dernières années. Je pense que bien roder une run des bateaux, puis faire en sorte qu'ils soient plus rentables, puis diminuer leur dette, ça devrait être la priorité, parce que je pense que la meilleure perspective qu'il y a pour cette compagnie-là, puis pour l'investisseur actionnaire, c'est une acquisition par un gros joueur. Pour ce faire, il faut faire en sorte d'offrir de quoi d'alléchant à notre compagnie. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est ce qu'ils pourraient faire de mieux, c'est oui, continuer petit, mais le faire mieux. Puis l'optimiser, puis faire en sorte que ce soit plus rentable pour eux, que ce soit plus intéressant pour les actionnaires. Puis après ça, on pourra parler d'investissement, puis de développement, puis peut-être d'autres trucs. Mais c'est encore, je pense que c'est bien rodé qu'est-ce qu'ils font déjà. Puis en ce moment, je pense que ça peut être vraiment mieux. Même si ça avait été fait À votre prise de position. La période de questions est terminée. Oui, j'avais vraiment la question. Est-ce qu'on peut la poser? Ben, juste pour J'ai le droit ou?